Bienvenue sur les podcasts du collectif Voix libérée. Bienvenue. Alors aujourd'hui, on se penche sur un événement assez marquant qui a eu lieu à Tours fin novembre 2024. Oui, cette conférence de presse un peu particulière, hein. Tout à fait, d'un côté l'archevêque, Monseigneur Jordi, et de l'autre le collectif Les Voix libérées, Et au cœur du sujet, la condamnation d'un ancien prêtre, Bernard Tartout. condamné par la justice interne de l'Église, donc, pour des faits de pédocriminalité. Voilà, donc notre objectif, c'est de comprendre un peu les tenants et aboutissants, comment on en est arrivé là, la reconnaissance des victimes, ce que ça implique pour l'Église locale. Et on s'appuie sur les comptes rendus de cette annonce, où il y avait aussi France Victime 37 et l'INIR, l'instance de reconnaissance et réparation. Ce qui frappe d'emblée, ce sont les mots de l'archevêque, non ? Il parle de la fin d'un parcours. Oui, c'est fort comme expression. Ça montre une forme d'aboutissement pour l'institution. L'Église qui utilise son propre tribunal, le TPCN. Le tribunal pénal canonique national, créé assez récemment d'ailleurs. Exactement. Et qui parvient, lui, à une condamnation. C'est ça qui est notable. Alors même que la justice civile, elle, était bloquée. C'est bien ça ? C'est tout le paradoxe, oui. Catherine Champrenault, de France Victime 37, l'a bien souligné. La prescription, les faits étaient trop anciens pour la loi française. Elle a même dit, je crois, que sans cette prescription, oui, elle était très claire. Sans prescription, il aurait probablement été reconnu coupable et condamné à une peine d'emprisonnement. Donc, on voit bien le décalage. La justice de l'Église offre ici une reconnaissance que l'autre justice ne pouvait plus donner. C'est ça, une reconnaissance symbolique mais cruciale pour les victimes, qui disait « on nous a cru ». Revenons un peu en arrière. Comment l'affaire a-t-elle éclaté au sein de l'Église ? Monseigneur Jourdi en a parlé. Oui, il raconte avoir découvert ça dès son arrivée, en janvier 2020. Il y a eu un premier témoignage clé, celui de Gilles Martin. D'accord. Et ensuite ? Ensuite, information du procureur en mars 2020. Puis le confinement est passé par là. Ah oui, le confinement. Et après ça ? Confrontation directe avec l'abbé Tartu, et là, décision immédiate. Mise à l'écart, mesures conservatoires. Plus de ministère possible pour lui. Et le tournant dans la procédure interne, canonique, c'était quand ? Ça, c'est arrivé bien plus tard, en août 2022. C'est là que l'abbé Tartu a reconnu les faits. Il a avoué. Oui, mais avec une justification pour le moins étonnante. Il a parlé de besoins pseudo-médicaux. Des besoins pseudo-médicaux, ça interpelle cette formule. Ça interpelle, oui. Mais bon, manifestement, ça n'a pas stoppé la machine canonique. Cet aveu même bancal a permis d'envoyer le dossier à Rome. Et Rome a levé la prescription canonique. Exactement, vu la gravité des faits. Ensuite, le dossier a été transmis au fameux TPCN dès qu'il a été opérationnel, fin 2022. Et le jugement final est arrivé quand ? Jugement provisoire en avril 2024, puis rendu exécutoire en novembre. Donc, l'Église a vraiment utilisé sa propre structure judiciaire interne pour aboutir. Et pendant tout ce temps, du côté des victimes, comment ont-elles vécu cette condamnation par l'Église ? Pour elle, c'est un moment décisif. C'est Christian Guéritol des Voix libérées qui l'a dit. Un pas immense. Enfin, leur parole était reconnue par l'institution. Il a rappelé l'importance du premier témoignage, celui de Gilles Martin, c'est ça ? Oui, le déclencheur, celui qui a osé briser le silence et qui a permis à d'autres de parler. Il a aussi parlé des blessures, des séquelles, visibles et invisibles. L'impact sur toute leur vie, quoi. On imagine bien, l'accompagnement a dû être essentiel pour elle. Ah oui, crucial. France Victime 37, donc, a joué un rôle important, comme le disait Catherine Champrenault. Un soutien moral, juridique, pour 9 victimes identifiées dans les enquêtes pour des faits graves subis dans l'enfance. Et l'INIR aussi était présente. Oui, l'instance nationale indépendante de reconnaissance et réparation. Sa présidente, Marie Derain de Vaucresson, a exprimé son soulagement. Le mot « enfin » est revenu. Elle a rappelé la mission de l'INIR ? Établir la vérité, proposer une réparation, financière, mais aussi symbolique, et puis travailler sur la prévention. Mais elle a aussi nuancé, je crois, sur le nombre de dossiers. Tout à fait. Elle a dit que les 1500 saisines reçues par l'INIR jusqu'à présent, c'était encore insuffisant, que ça ne reflétait sans doute pas toute l'ampleur du problème. Insuffisant. Ça laisse songeur. Et pour l'avenir, il y a des perspectives ? Oui, elle a évoqué des projets symboliques forts. Une plaque mémoriale, par exemple. Trouver les mots justes, disait-elle. Une plaque, d'accord. Et même une rencontre envisagée avec le pape. Ce sont des signes que la démarche de reconnaissance, de mémoire, elle continue. Bon, pour résumer un peu, cette condamnation canonique, c'est vraiment une étape majeure. Oui, une reconnaissance par l'institution elle-même de la souffrance, là où la justice civile était limitée par la prescription. Donc les mots-clés, c'est reconnaissance, réparation et prévention, on l'espère. Exactement. Et puis, il y a cette remarque finale de la présidente de l'INICER, si 1500 dossiers, c'est insuffisant,
Ça pose question, non? Oui, ça ouvre une réflexion. Combien de parcours de souffrance sont encore dans l'ombre? Et au-delà des symboles, qu'est-ce qu'il faut vraiment pour une guérison profonde et une prévention qui soit réellement efficace, pour que ça ne se reproduise plus? Ce podcast a été produit et réalisé par le collectif Voix libérée. Pour nous écrire, partager ou témoigner, adressez-nous un mail à pcantores37@gmail.com. Parce que nos voix comptent. Parce que le silence n'est plus une option. Parce que la mémoire exige justice et vérité.